Le cercle RH, le débat de fin de semaine, débat d'actualité. Alors c'est vrai que tous les sujets sont sur la table et Dieu sait s'il y en a. Il y en a un en particulier qui évidemment vous a alerté si vous avez lu les colonnes du Parisien dès lundi. La bonne surprise de la rentrée, l'économie repart, tout est reparti, c'est la reprise. On manque de salariés, pénurie de près de 400 000 salariés, qui sont des postes qui ne sont pas pourvus, une croissance à 6%. Un chômage qui est en baisse, c'est ce que nous a dit Elisabeth Borne. Tout ça doit nous donner le sourire. On en parlera et on va en parler avec mes invités. Puis on parlera aussi du télétravail, du pass sanitaire, qui est un peu le sujet qui fait un peu grincer des dents parce que c'est vrai que les salariés ont jusqu'au fin août, c'est-à-dire dans quelques jours, pour être en règle. Et ça va se compliquer parce qu'après, il y aura peut-être des licenciements, des ruptures de contrat. Et on va en parler. Je vous présente tout de suite mes invités. Jean-Claude Beaujour est avec nous, vice-président de France-Amérique. Vous êtes avocat, je le rappelle. On reviendra évidemment sur tous ces chiffres, sur cette embellie de l'économie. Certains nous disent même que c'est les 20 glorieuses qui se profilent avec des chiffres de la bourse qui sont florissants. On fera le point avec vous. Face à vous, Christian Grelier. Bonjour Christian. Vous êtes venu à la fin de la saison pour parler notamment de votre livre que je présente, qui est un livre passionnant, qui est préfacé par Martin Bouygues, Management, le retour du bon sens, les bonnes pratiques pour obtenir enfin des équipes engagées et conquérantes, avec des managers qui vont avoir un peu de boulot évidemment dans les semaines à venir. Et puis Cyril de Kéral. Bonjour Cyril. Bonjour. PDG de Powell Software et membre des EDC, vice-président des EDC. Et j'ai lu attentivement, justement sur cette question du télétravail, votre tribune dans les Échos. Je rappelle que les EDC ont un stand aujourd'hui à la REF, à Longchamp, à l'occasion de ces universités d'été du MEDEF. Oui. Et vous avez un stand et quelques idées à développer sur ce plateau dans quelques instants. Chiffre de la croissance. Commençons par les bonnes nouvelles, parce que tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. 6% de croissance, évidemment. Alors, ce n'est pas la croissance chinoise, c'est bien le chiffre de la croissance française. On a un chiffre développé par Elisabeth Borne, d'ailleurs, à l'université du MEDEF, évoquant 240 000 emplois créés de personnes qui n'avaient pas d'activité, aucune activité, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi catégorie A. Ça, c'est d'excellentes nouvelles. Une bourse florissante et une pénurie de salariés par ailleurs. Près de 400 000 postes ne sont pas pourvus. Qui veut prendre la parole ? C'est quand même... La situation dans laquelle on est, Jean-Claude Beaujour, est incroyable. On nous dit que c'est presque les 20 glorieuses, qu'on va avoir une relance de l'économie incroyable. On ne peut que se réjouir, parce que vous savez très souvent, l'attente des chiffres du chômage, c'est toujours un moment dramatique pour le ministre du Travail, le Premier ministre et le Président de la République. Donc, elle les donne plus maintenant. Donc nous sommes véritablement très heureux de ce chiffre. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit en mesure de tirer derrière nous, de tirer avec nous, non seulement les PME, dont on sait qu'elles sont encore fragiles, et c'est le plus gros du tissu économique français, mais aussi que cette croissance prévue, et qu'on sent bien, parce qu'on entend, on voit sur le terrain des demandes d'acquisition, de la croissance externe de la part d'entreprises que nous accompagnons. Donc ça, c'est une bonne chose, mais il faut derrière que les salariés, les travailleurs indépendants, bref, tous ceux qui font le tissu social de notre pays en bénéficient. C'est là où il faut... Que les premiers de cordée ou que ça percole, c'est ça Absolument. C'était le débat lancé par Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes vice-président des EDC. Comment elle se porte, l'économie ? Les chiffres là, sont irréfutables. L'économie repart. Oui, là, on peut dire que ça repart. Nous, on a des opérations aux États-Unis. Aux États-Unis, en ce moment, c'est complètement incroyable. Il y a eu quand même 11 millions de personnes qui ont démissionné de leur travail entre... je crois que c'est entre mars et mai 2021. 11 millions de personnes ont démissionné pour prendre un autre travail. Oui, donc il y a quand même, donc ça veut dire qu'en fait, les salariés de l'emploi bouge, ont confiance dans l'économie, parce que normalement, en sortie de crise, on devrait attendre un petit peu, voir comment ça va. Donc les gens bougent. Et en fait, en France et en Europe, c'est pareil. Les personnes changent de travail. Ils ont été peut-être un peu secoués aussi par cette pandémie, mais voilà. Il y a confiance, il y a de la confiance et on avance bien. Donc ça, c'est vraiment un signal très positif. Après, de l'autre côté, c'était intéressant parce que justement hier, à Rassemblement des entrepreneurs de France, là, Geoffroy Roux de Bézieux a expliqué, c'est bien. Bah oui. Il y a le taux de chômage qui baisse, mais en fait, le taux d'emploi est quand même pas là où on devrait être. Il est en dessous des 8%, le taux de chômage, il est pas sous la barre de 8%. Mais le taux d'emploi, on est à 67% en France aujourd'hui. Donc, c'est les travailleurs actifs, c'est le nombre de personnes qui travaillent sur la masse des travailleurs qui ont le droit, des personnes qui peuvent être actifs. Donc, c'est 67% en France et 76% en Allemagne. Donc, on a besoin de peut-être faire quelque chose pour qu'il y ait moins de gens au chômage
et plus en emploi. On va venir évidemment sur cet échange très intéressant entre le ministre Le Maire et le patron du MEDEF sur on ferme le robinet, et le patron du MEDEF lui répondant évidemment nous, entrepreneurs, on n'est pas là, on n'a pas créé notre boîte pour être aidé par des fonds publics et des aides publiques, on va repartir, tout le monde se remet au travail. C'était un échange qui a eu lieu hier. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Justement, à l'aune de ce qui a été dit, on sort d'une crise Covid. Ce qui a été dit, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un effet ponctuel. Je vais prendre deux secteurs sur lesquels j'interviens plus particulièrement, qui est l'immobilier. L'immobilier, cette année, il va y avoir 1 million de transactions dans l'ancien. Ouais. Et dans le neuf, il y a une activité aussi qui est très dynamique. Dans l'immobilier, aujourd'hui, les réservations qui sont signées, c'est des logements qui seront livrés dans 2 ans. Donc, c'est du chiffre d'affaires dans 2 ans, des emplois dans 2 ans. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va laisser, qui va générer des emplois sur la durée. Le deuxième secteur, c'est le digital. Le digital qui cartonne. Cette semaine, tous les opérateurs télécoms vont annoncer leurs résultats. Bouygues Télécom, c'est 14% de croissance. Et c'est des abonnés qui arrivent en plus. Et ça ne va pas s'arrêter puisque tout le monde a pris goût à ces... Mais sans faire de mauvais esprit, est-ce que l'économie comme ça a besoin, on dit souvent, vous savez, après une bonne guerre, l'économie repart. On nous a dit qu'on était en guerre. Est-ce qu'on a besoin de la crise ? Ça, c'est les bonnes nouvelles. Ah, d'accord. Pour les entreprises, les mauvaises nouvelles, c'est que le mercato des talents, vous en avez parlé, va commencer. Dans le challenge de cette semaine, il y a une enquête d'Harris Interactive qui montre que la moitié des collaborateurs ont envie de changer de job. C'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc ça va être un peu challengeant pour les entreprises. Et l'autre chiffre qui m'a aussi intéressé, c'est qu'il y a un collaborateur sur 4 qui veut monter sa boîte. Et il y a 1 million d'entreprises qui ont été créées ces 12 derniers mois. Donc c'est une volonté aussi d'aller sur cette dynamique. Échapper au management parfois un peu à l'ancienne, il faut le dire. Et puis retrouver un peu de liberté. Les enjeux pour les entreprises, c'est de sortir de cette gestion de la résilience. On a passé 18 mois à passer cette crise inédite pour redonner un peu un esprit conquérant aux équipes. C'est ce qu'attendent les équipes. Et le baromètre Edelman, que vous avez aussi lu, montre que les Français ont plus confiance aux entreprises qu'aux politiques. C'est vrai. Donc c'est un véritable enjeu. Jamais d'ailleurs l'entreprise n'a été aussi haute dans la confiance des Français. Et puis là aussi, ça a été dit au REF, c'est qu'il faut peut-être revisiter aussi la politique de rémunération, pas simplement que ces salaires, les primes, peut-être encourager également toute la partie actionnariat salarial. C'est en France, on est un des pays les plus en avance. Il faut, je pense... C'est ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, restons sur l'idée de fermer le robinet, excusez-moi, puisqu'on arrive à un moment de rupture. On nous dit les chiffres sont parfaits, on manque de salariés, l'économie repart. Le ministre de l'économie hier, face au président du MEDEF, dit... J'entends bien votre message et on va évidemment fermer le robinet. On fera du sectoriel et du territorial, c'est-à-dire dans des secteurs qui en ont encore besoin, on aidera. Dans des secteurs et des régions, on aidera. Puis on n'aidera plus. C'est logique. C'est le bon sens et puis c'est souhaitable. Il ne serait pas normal qu'on traite toutes les entreprises de tous les secteurs de la même façon. Je pense que dans une crise ou après une guerre, quelle que soit, il y a toujours des opportunités qui naissent des périodes d'instabilité. Je crois que c'est l'occasion pour nous et c'est une bonne chose que l'entreprise soit aussi mise en avant par nos concitoyens, c'est qu'effectivement on revoit un peu, on revisite notre notre rapport à l'entreprise, notre rapport au travail. Ça va peut-être nous donner des occasions, des opportunités de repenser le travail. On le verra sur les 2 autres sujets. On est dedans. De repenser le travail, de repenser le rapport à l'autre, de repenser le rapport à l'entreprise. Bref, tout ceci est une bonne chose. La seule chose qu'il faudra, c'est comment on fait. Effectivement, quels sont les choix qu'on va opérer en fonction des secteurs, comment on fait. Il reste encore des salariés en chômage partiel. Absolument, c'est pour ça. Et quand on a parlé de la pénurie des talents, c'est toute notre difficulté en France, savoir former les bonnes personnes pour les emplois disponibles et pas avoir une flopée de gens qui ont peut-être de très belles formations mais qui ne débouchent pas sur un emploi direct. Et c'est là où le challenge... Il y a une offre, pas toujours la demande qui correspond, parce qu'il y a les talents, il y a aussi la main-d'œuvre dont on va avoir besoin. Excusez-moi de vous la poser abruptement. Vous avez un stand à la REF, porte à l'hippodrome de Longchamp. Vous avez entendu cette petite phrase aussi de Geoffroy Roux de Bézieux, parce que certains disent la relance, il faut augmenter maintenant les salaires. Et il a répondu oui, mais attention au risque inflationniste, il n'y est pas hostile. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est vrai que cette relance va donner envie aux salariés d'aller pousser la porte de leur DRH pour dire écoutez, nous aussi, on voudrait profiter des fruits de cette réussite. De toute façon, on est dans un monde quand même assez ouvert. Et tout à l'heure, on l'expliquait bien aussi
qu'en fait, finalement, aujourd'hui, les gens aspirent à autre chose, ils aspirent à avoir de la mobilité. La mobilité, elle est possible. Donc après, derrière, le monde étant ouvert, il faudra payer les gens au juste prix pour qu'ils viennent dans son entreprise. Non, mais donc en fait, le risque, c'est que chaque salarié et les millions de salariés qui vont remonter les manches, parce que c'est un peu ce que dit le ministre de l'économie. Voilà, on sort de cette crise qui a été terrible, on remonte les manches, on repart au travail et on crée de la richesse. Il faut que les salariés en profitent. Oui, il faut qu'ils en profitent, mais il y a une chose qu'ils ont dit aussi. À la fois Bruno Le Maire et à la fois Geoffroy Roux de Bézieux, il faut travailler plus. J'allais les deux venir. l'ont dit. J'entends travailler plus. Donc en fait, j'entends ça. C'est sûr qu'on peut rémunérer mieux les personnes, voilà, mais en fait, il va falloir aussi quand même qu'on travaille quand même plus, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Juste très gentiment et calmement, vous nous dites, comme le ministre et comme Geoffroy Roux de Bézieux, sortons des espèces de vieux carcans idéologiques des 35 heures, travaillons plus. Donc vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, l'organisation du travail qui s'est mise en place et sur laquelle on ne va pas pouvoir revenir. C'est dérégulé. On se dérégule un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut faire travailler les gens 60 heures par semaine. Ouais, voilà, il ne faut pas faire travailler les gens forcément plus de 35 heures, mais on a un monde du travail qui devient de plus en plus ouvert. Et donc, en fait, il faut s'adapter à ça. Il y a des avantages forts pour les salariés. Je pense qu'on donne beaucoup de chance à l'homme, à l'employé, aux hommes et aux femmes. On leur donne une liberté de travail qui est très, très intéressante. Mais bon, voilà, évidemment, il va falloir aussi... C'est une contrepartie. Voilà. Mais il y a aussi un changement culturel que je vois chez nos clients, ou dans un certain nombre de dirigeants expliquent bien à leurs salariés, on est prêt à vous augmenter, on est prêt à revoir la rémunération à la condition que l'entreprise performe. C'est ça aussi le changement culturel. Partager les fruits de la croissance. C'est de dire, ok, tout est sur la table et tout est possible à la condition qu'effectivement on performe. Donc, vous savez ce qu'on a refusé très longtemps en disant non, mais vous savez, si on met tout le monde à la performance, ça va être dramatique. Comprenez, il y a des gens, il y a des femmes, il y a ceux qui sont malades, etc. De plus en plus, on voit cette idée de performance. Vous parliez des États-Unis, où effectivement, c'est un peu dans la culture anglo-saxonne où on parle performance d'entreprise, rémunération, et donc recrutement, récompenser des efforts. Ce sont des idées qui, à la mode française, mais s'installent petit à petit. J'ai envie de dire, c'est l'une des conséquences un petit peu de cette crise du coronavirus. Je pense que cette tension sur le marché va encourager les entreprises à aller dans ce sens-là. Avec un risque inflationniste, parce qu'il y a quand même l'idée, il évoquait un exemple très concret, je pense notamment au nettoyage, au secteur où 80 à 85% de l'activité vient des salaires. Et donc, dès que vous augmentez trop fort les salaires, mais attention, il y a plus de marge, excusez-moi, enfin, faut le dire... Oui, mais attention, il y a des entreprises, je pense que là aussi, il faudra que chacun regarde, ouvre les choses très clairement. Il y a des entreprises pour lesquelles les prix sont tirés à la baisse. Je pense notamment dans le secteur de la sécurité, même dans la commande publique où on presse... Toujours le moins 10 ans. Ça n'est pas acceptable, ça n'est acceptable ni pour le client, ni pour nous, ni pour chacun des partenaires. Donc je pense que là, il faut quand même qu'on réfléchisse à la manière de se comporter ou d'acheter des prestations, y compris lorsque c'est l'État lui-même qui achète des prestations à des prix qui ne sont pas acceptables. Qui ne se prive Donc, pas. Je défends, je dis bien, dans ce secteur, il y a un risque, il faut regarder ça de très près. C'est vrai, ce secteur, le secteur de la propreté, un certain nombre de secteurs où souvent l'État va au moins 10 ans. On va faire la bascule, c'est intéressant parce que il y a deux autres sujets. Je mets de côté la dette. On la gardera pour un débat suivant. Mais c'est ce que tout le monde la met de côté. Mais tout le monde la met de côté. Non, il ne faut pas la mettre de côté. Ça dette, il y a 400 milliards là, à rembourser. Oui. Non, mais c'était vraiment... On nous dit, c'est pas grave, les taux sont bas, on peut continuer à accélérer. Hier, c'était très intéressant. Bruno Le Maire a été très applaudi par les chefs d'entreprise, vraiment beaucoup applaudi pour sa gestion de la crise et l'engagement qu'il a eu. Et oui, le soutien de l'État. Voilà. Moi, je dirais, le bémol de tout ça, c'est que cette vision qu'il a donnée, elle était bonne, mais le bémol de tout ça, c'est qu'on remet encore la dette sous le tapis. Encore à plus tard. Et on le dit clairement, on verra ça plus tard, on sait comment on va faire, mais bon, je ne sais pas comment on fera, mais après on sait, on est à 120% du PIB. Ouais, 120%. De ces jours. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose qu'il faut... Vous craignez des hausses d'impôts, pour le dire simplement, parce qu'il y a ce débat qui est quand même sous-jacent de se dire, pour rembourser une dette, on sait comment on fait, on réduit la dépense publique, puis on augmente les impôts. Pour l'instant, en tout cas pour les entreprises, c'est pas la trajectoire. En fait, on est en train d'harmoniser au niveau européen l'impôt. Et donc en fait, aujourd'hui, l'IS est en train de baisser. Quand même bien baisser. Ça sera peut-être pas sur l'IS qu'on jouera, ça jouera sur d'autres impôts, ou ça jouera sur un désengagement de l'État sur un certain nombre de sujets, mais il va bien falloir, et je partage complètement votre avis, il va bien falloir parler de la payer de cette dette. Moi, l'idée... Non, mais je voulais pas noircir ce débat formidable avec une reprise incroyable. Non, je rigole, mais je souris même, mais quand même, il faut en parler de cette dette un peu. Vous savez que c'est une bonne chose d'en parler, je vais vous dire pourquoi. On a trop dit qu'on veut pas en parler parce que ça n'est pas très important. Ça donne à nos concitoyens, à nos auditeurs,
auditeurs le sentiment qu'on rase gratis, qu'on rase gratis. Et puis surtout, ils se disent, tous ces leaders d'opinion, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. Et puis demain, on dira autrement et on vous dira, à vous, moi, chacun, faut payer. Vous mentez. Et puis surtout, on dira, vous nous avez menti. Moi, je préfère dire la vérité. Je pense qu'à un moment donné, il faudra payer parce que pour moi, lorsque j'emprunte, lorsque je vis à crédit, à un moment donné, il faut que je paye. Un tout petit mot, Christian Grelier, parce que je ne veux pas qu'on se quitte. Il nous reste du temps, mais sans parler de cette question du télétravail qui avec votre tribune, qui montre une forme de dérégulation du travail. La dette, il faut en parler quand même, parce que dans toutes ces bonnes nouvelles, il y a 400 milliards, il y a 120% de notre PIB, qui est évidemment une dette. Elle est là quand même. L'Europe nous regarde. Non, mais de toute façon, la dette, il faudra la rembourser, mais on la remboursera d'autant mieux que l'activité aura reprise et aura dégagé de la marge. On va la suivre, cette dette. C'est pas du tout la même chose qu'en 2008. Ou 2008, c'est vrai. Une crise incroyable. Gérée différemment sur le plan de la stratégie. Et il y a eu des années pour s'en remettre dans tous les domaines, y compris les domaines que j'ai cités, qui étaient gravement atteints. Là, il n'y a pas eu de dépression. Donc, il va falloir rembourser cette dette, mais on sera dans un cycle. Alors, ce sera les 30 glorieuses ou les 20 glorieuses, je ne sais pas, mais il y aura un peu de gras. Oui, c'est vrai que pour pouvoir un crédit est d'autant plus facile à rembourser qu'on a des moyens. Donc, donc c'est certain que si on a une bonne croissance, ça sera plus facile. Je fais la transition, Christian Grelier, sur cette question du télétravail. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous faites une tribune, vous allez y revenir. La ministre Borne consulte. Alors, elle n'a pas encore tranché, à moins que vous ayez des informations que je n'ai pas. Elle n'a pas tranché entre du 100% présentiel, entre l'hybride, qui est la formule actuelle, ou un télétravail un peu dérégulé au gré des entreprises et de leurs besoins. Qu'est-ce qu'on fait là, dans le contexte dans lequel on est, un delta, des risques de nouvelles contaminations? On reste comme on est et on invente le monde de demain? Non, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit Elisabeth Borne qui décide du télétravail, c'est de la manière qui sera faite dans toutes les entreprises. Il y a des contextes complètement différents. Si je prends deux domaines d'activité, le BTP, le télétravail n'est pas un sujet. Impossible. Et il y a d'autres sujets, ou les services, ou le centre, où là, il y a besoin. Je pense qu'il faut laisser un peu plus d'initiative aux entreprises et aux partenaires sociaux pour adapter dans leur contexte d'activité, dans leur contexte territorial. Le contexte sanitaire territorial d'une région sera peut-être pas le même. Évidemment, secteur et territoire. Je rappelle que dans la sortie du premier confinement, il y a des entreprises qui ont été au-delà de la réglementation. Il y a des entreprises qui prenaient la température des collaborateurs, etc. Parce qu'il y a eu un accord entre l'entreprise et les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut redonner la main un peu plus. Mais je pense Cyril Leclerc, votre tribune, c'est quoi la philosophie de votre tribune? C'est laissez-nous aussi un peu nous débrouiller. Voilà, et je pense que je pense que le gouvernement va dans cette direction, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, ça c'est bien. Je pense qu'ils vont nous laisser, les partenaires sociaux et puis les entreprises s'organiser en fonction de ce qui est possible. Mais il faut savoir que c'est même pas nous les entreprises qui décidons, parce qu'en fait finalement, en réalité, les salariés, on a fait découvrir pendant 1 an et demi une façon de travailler différente. Ils veulent plus revenir. Comment voulez-vous que je dise, moi, à mes salariés qui ont 30 ans de moyenne d'âge, et que je leur dise maintenant, ça y est, la pandémie est derrière nous. On rentre et vous venez tous au bureau 5 jours sur 5. Vous avez le droit de le faire. Oui, bien sûr, de 9h à 18h. Et voilà. Et je vous rappelle, les horaires sont écrits dans le règlement. Vous devez suivre ces horaires. Aujourd'hui, ce serait absurde de proposer ça. Vous ne pouvez pas le faire? Si, on peut le faire aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous perdez vos forces vives. Forcément. Donc en fait, aujourd'hui, il faut laisser ces discussions se faire. Clairement, le télétravail a été aussi une bonne chose pour les employés et une bonne chose pour les entreprises. Parce qu'en fait, on a vu qu'on avait eu du gain de performance, ça c'est sûr. Maintenant, derrière, il y a quand même des vrais sujets. Et le sujet principal de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est comment, dans ce monde de travail hybride, je conserve ma culture. Mais oui. Comment je conserve l'engagement de mes employés, comment j'assure la communication. Et nous, moi je vois, aux EDC, on a 3200 chefs d'entreprise dans l'ensemble de la France. C'est une question que tout le monde se pose. Et chez mes clients aux États-Unis, en Allemagne, partout, tout le monde se pose cette question-là. Comment je vais garder les salariés comités? Jean-Claude Beaujour, je vais vous dire pourquoi. Télétravail ou pas télétravail? Alors, je vais vous dire pourquoi je suis pour un système hybride. Oui. Qui est déjà le cas, il faut le dire. Oui, mais pourquoi est-ce que je suis pour ce système hybride? Parce que nos entreprises, premièrement, ont besoin de stabilité, de visibilité. On ne peut pas, voyez-vous, on dit que le ministre consulte. Très bien, mais une entreprise, une équipe, ça ne se gère pas à 2 heures. On ne peut pas appuyer sur un bouton en disant vous restez ou vous revenez. Ça demande de la gestion. Donc, nos entreprises ont besoin d'un minimum de visibilité. La deuxième chose,
chose, c'est que nous pouvons à tout moment avoir une autre crise sanitaire. Ce qui veut dire qu'il faut que nous imaginions un système qui nous permettra de faire face aux éventuels L'hybride dangers. étant la solution intéressante. L'hybride étant la solution intéressante. Et j'ai un troisième élément. Pour moi, il est particulièrement intéressant à la fois de stabiliser les salariés, parce que les salariés ont vécu un certain stress. Vous savez, ça n'est pas facile de dire aux gens, bon, ben, peut-être que oui, peut-être que non, vous viendrez pas. Ça suppose une organisation, et ça doit être... il faut imaginer quelque chose de pérenne. Enfin, je pense que nous avons beaucoup parlé de développement durable. C'est l'occasion de se dire comment imaginer, et j'appelle à un changement culturel en matière de travail, comment imaginer le monde d'aujourd'hui, pas de demain, mais d'aujourd'hui, en faisant en sorte que nos salariés qui parfois font beaucoup de kilomètres, nous sommes parisiens pour certains, mais certains font énormément, 2 heures de transport, etc. Comment développer les régions avec le digital, avec le télétravail? C'est l'occasion de repeupler nos régions, de faire en sorte qu'il y ait une décentralisation économique. Une décentralisation économique, c'est particulièrement important, et éviter que, par exemple, les loyers flambent en capitale ou en grande ville, et puis qu'ils soient 10 fois moins importants en région. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'en appelle à un changement culturel. C'est l'occasion de saisir, c'est une opportunité de saisir cette crise sanitaire, et est une opportunité pour nous, parce que précisément, demain, on pourrait avoir, très bien, dans 6 mois, dans 1 an, une autre crise. Et il faut y être. C'est ça, se préparer. Il faut y être prêt. On a quand même le sentiment, on l'a vu tout à l'heure dans la chronique d'Eva Ben Saadi, quand même dans le cadre emploi, la liste des villes plébiscitées, on voit quand même que les cadres de plus en plus visent des métropoles en province et qu'il va falloir évidemment peut-être décentraliser économiquement finalement ces régions qui sont certaines parfois des déserts, qu'il va falloir aider. Christian Grelier, quelques mots quand même, parce qu'il y a ce télétravail, c'est pas tranché. La ministre hésite, elle consulte, elle voit les syndicats qui, pour certains, sont un peu hésitants sur le télétravail. C'est un autre sujet. Puis il y a la question du pass sanitaire. Parce que on nous le réclame quand on va au restaurant, normalement. On nous le réclame dans certains centres commerciaux. Mais alors, quand on rentre au travail, la date butoir, c'est le 30 août. Le salarié qui ne sera pas en règle pourra être potentiellement... Pour être précis, le 30 août, c'est pour les collaborateurs qui sont en contact avec le public. Oui, d'accord. Mais les entreprises. Donc ça concerne 1,8 million, je crois. Ça représente du monde. Ça représente du monde. Je trouve ça à peu près logique que les collaborateurs qui sont en contact avec le public soient... Il y avait un recours au Conseil d'État des pompiers, vous avez vu, qui a été retoqué. Mais enfin, les pompiers disaient, nous, on ne veut pas se faire vacciner. Il y avait 642 pompiers, ils ont été retoqués. Enfin, c'est pareil pour les gendarmes, la police, vous êtes d'accord? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi ne pas mettre un pass sanitaire aussi dans l'entreprise? Alors pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'ai entendu. Non, mais je vous vois pas lire. J'ai entendu récemment Jean Castex qui a dit c'est pas d'actualité. Non, on est d'accord. De question qu'on étende le pass aux entreprises. Sanitaire. Je pense que là aussi, il faut redonner la main aux entreprises. Oui, parce que ça pose des problèmes de droit très opérationnels. Je veux dire, violation du secret médical. Dans l'entreprise, seul le médecin du travail peut avoir accès au dossier, mais n'a pas le droit de diffuser les informations médicales. Le restaurateur qui me le regarde, mon pass sanitaire. Il ne faut pas oublier que sur les questions de santé, on ne peut pas employer quelqu'un ou la licencier pour des questions de santé. Or, c'est bien concrètement ce qui risque de se passer. En tout état de cause, on va suspendre le contrat de travail. Il y a une sanction financière. Bref, ça pose des problèmes très concrets. Mais techniquement, juridiquement, vous êtes avocat. Est-ce qu'on sera en mesure de le faire début septembre? Un employeur dit à son salarié, vous n'êtes pas en règle, je vous licencie. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très bien. Et nous avons un département droit social au cabinet. Beaucoup d'entreprises nous interrogent. Forcément. Je vais vous dire, avant, même si c'est une mesure qui venait être imposée par le gouvernement par un moyen réglementaire ou une annonce strictement politique, celui qui va aller engager une procédure de prud'homme, en l'état des textes, le risque, le risque en tout état de cause, il risque, pour moi, il a de fortes chances de l'emporter. Donc ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à un certain nombre de nos clients de continuer à discuter, à faire de la pédagogie au sein de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste, quand je parlais de changement culturel dans le rapport, dans le monde du travail, c'est aussi un changement culturel entre employeurs et salariés. Et le patron, et le responsable. C'est particulièrement important parce qu'on voit là toute la limite de la loi. Il y a un risque sanitaire qu'on comprend et nous sommes attentifs à ce risque sanitaire. En même temps, il y a des règles de droit qui s'imposent. Où est l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? On ne peut le faire que par le dialogue. Évitons de faire des procès à tout. Mot de la fin, Cyril Le Kéral, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes à la fois le vice-président des EDC. Vous avez ce problème, vous êtes dans une discussion avec votre service RH, avec des gens vos collaborateurs, cadres, qui vous disent, là j'ai 1 ou 2 salariés qui sont dans une posture où ils ne veulent pas se vacciner. Est-ce que c'est une situation que vous vivez? Non.
Non, on ne vit pas ça. Regardez quand même, quand on est allé au restaurant, ça ne nous a pas posé de gros le problèmes. montre. Dans l'entreprise, c'est pareil. Maintenant, aujourd'hui, on vit quand même avec la pandémie, donc on sait qu'on doit en toute transparence, etc. Il y en a qui portent le masque, etc. Mais globalement, en fait, ce qu'on veut tous, c'est aussi avancer et retrouver un peu notre liberté. Donc, en fait, on est tous prêts à faire un petit peu des sacrifices aussi. Présenter à la REF hier, fallait présenter son passe sanitaire. Ça pose des problèmes à personne. C'est ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut s'habituer à vivre avec la pandémie. Pas la fin de la pandémie à la fin de Non, mais je vous pose la question. Les EDC, vous êtes 3200 membres, donc 3200 chefs d'entreprise. Ça représente beaucoup de salariés en bout de chaîne. Entreprises et dirigeants chrétiens, est-ce qu'on se sépare d'un collaborateur parce qu'il ne vous a pas fourni le 1er septembre un document donnant les 2 vaccins? C'est ça ma question. Pour l'instant, c'est pas comme ça que ça va se passer, puisqu'en fait, d'abord, ça met en place à partir du 1er septembre, après il y aura une période de tolérance. Après, derrière, on peut laisser la personne le temps de se vacciner ou de se mettre en règle en prenant des congés des RTT. Et après, derrière, on peut aussi l'affecter sur d'autres postes temporairement. C'est exact. Si on ne trouve pas... Ça ne règle pas le problème parce qu'il faut pouvoir affecter sur d'autres postes. S'il n'y a pas de poste. Il faut pouvoir affecter lorsqu'on sait que mais vous êtes mieux placé que nous pour savoir. C'est un tissu de PME, voire de petites entreprises, donc c'est compliqué. C'est vraiment, je reviens vraiment à mon idée première, c'est que de dire, au fond, on a décrit un processus réglementaire et juridique. Maintenant, le vrai sujet, c'est comment arriver à faire comprendre à nos concitoyens qui sont salariés que nous avons, une situation qui ne va pas s'arrêter. On ne va pas nous annoncer tout d'un coup le virus a disparu et très bien, on recommence comme avant. Donc ça, il va falloir qu'on se prépare à d'autres crises sanitaires qui pourraient arriver. On a entendu parler d'Ebola qui traîne ici ou là. Bref, il faut imaginer un système où on va redonner la confiance. Et là-dessus, je pense que là où il y a un effort à faire, pour le coup, c'est le bémol du gouvernement, mais il y a aussi, c'est pas complètement de sa faute, c'est que la parole publique a été discréditée lors de cette crise. Donc il faut redonner la confiance sur ces sujets-là. Ça sera le mot de la fin. Confiance et transparence. Merci Jean-Claude Beaujour, vice-président de France-Amérique. On a parlé des États-Unis notamment à travers vous. Christian Grelier, vous êtes fondateur de Money Time Conseil, je ne l'avais pas dit, et auteur de ces livres passionnants, Management, le retour du bon sens. Parce que les managers doivent aussi s'adapter à ces nouvelles configurations. Et puis notre invité de Kéral, votre prénom m'échappe. Cyril, voilà. Vice-président des EDC, avec cette tribune à lire dans Les Échos, justement sur la liberté à donner aux chefs d'entreprise de choisir le bon niveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est presque finie, c'est Fenêtre sur l'emploi. On est un petit peu en retard, évidemment, dans tous les débats d'actualité. Nous débordons. On retrouve Amélie Favre-Guittet qui va nous expliquer est-ce qu'il faut ou pas relancer un recruteur. Tiens, on hésite à la rentrée, on se dit tiens, j'avais envoyé une lettre, est-ce que je le relance? Comment je le relance? Elle nous en parle.